Ça, c'est ce que je conçois. Ouais, comme étant, ça, cette attitude-là, il faut l'avoir dans tous les domaines. Il faut se faire respecter dans cette façon-là. Donc un peu de fermeté, un peu de présence, pas de cette espèce d'attitude comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut être partout. Il faut être dans tous les domaines, politiques, les médias. Moi, j'ai envie de voir des gens comme vous, d'autres qui soient plus comme journalistes, comme profs, comme tout ça. C'est comme ça, c'est très important, cette espèce sans complexe. Voilà. Le terme, c'est sans complexe. Le terme, c'est sans complexe. Et puis d'assumer. D'assumer. Vous vous souvenez de Zidane, ce qu'il a dit? Il dit, je ne vais pas m'excuser parce que si je m'excuse, c'est comme si... et puis au bout du compte, tu l'écoutes, tu n'as pas très bien compris ce qu'il voulait dire. Parce qu'en fait, je ne vais pas m'excuser parce que je m'excuse, je pense qu'il va dire qu'il avait raison. Alors tu dis, mais en fait, il veut dire quoi? Quoi? Bon, qu'est-ce qu'on fait quand on a fait ça? Ce geste était une erreur. La fierté était une exactitude. Il avait raison d'être fier, il n'a peut-être pas forcément choisi pour moyen. Toute notre attitude est celle-ci. Ne jamais confondre arrogance et fierté, mais quand on est fier, ne jamais confondre fierté et violence. La force de notre fierté, c'est la douceur. Mais clair, les Arabes, même les Égyptiens. La question qui est là. صدقتي تفضلي plus fort s'il te plaît. Bonsoir, salam alaikum. J'entends pas, s'il vous plaît. Un micro, c'est très avantageux. On vous apporte un micro. Vous allez pas stresser davantage. Ah, tu vas maintenant. Vas-y, à 2-3, avant que le micro arrive. Hassan, tu as téléphoné au maire de Rotterdam? Non, pas encore. Hein? Pas encore. Oui, il faut la réponse ce soir, Hassan. Hein? La réponse de ce soir, nous sommes arrivés à 3400 €. Donc, c'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez, voilà. Voilà, c'est pas assez. Donc on va refaire le cours. Donc je vous retiens. Vraiment pour les Français, hein. On va refaire le cours. On va refaire le TP aussi. Voilà. Là, il y en a encore 3400. Comme ça, on va la multiplier par 2. C'est simple. Parfois, les personnes, il faut 10. Trop de l'article. Bonsoir. Aïwa. En fait, je me dis que le problème de la visibilité des musulmans et le fait qu'on soit... Pardon. Le fait... bon. Je me dis que c'est secondaire. Ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la réaction binaire de tout ce qui est médias, etc. Je me disais que c'était secondaire au fait qu'il y a des têtes bien pensantes qui pensent que l'islam c'est quelque chose de dangereux parce que c'est une religion qui évolue, contrairement à d'autres religions qui régressent. Parce que là dans la salle on est peut-être pas une majorité de jeunes, mais il y a quand même une bonne proportion de jeunes. Donc c'est peut-être une religion qui fait peur, contrairement à d'autres religions, parce que nous, en tant que jeunes, on tient bien à notre religion. Donc, et vu que les jeunes c'est l'avenir, etc. Donc c'est peut-être des têtes bien pensantes en fait qui véhiculent cette peur par les médias et par des façons beaucoup plus simples pour faire. La façon de véhiculer ça, c'est en disant que, en marginalisant, en stigmatisant les musulmans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce oui, je crois. Non, mais vous avez bien exprimé l'idée que vous avez envie de traduire et je crois qu'elle est vraie.
vous avez remarqué une chose, c'est que dans tout le propos que j'ai tenu, je n'ai pas du tout associé la peur de la population uniquement à l'ignorance. Cette attitude de dire « Ah, les Français ont peur de l'islam parce qu'ils ne le connaissent pas », c'est vrai pour une grande partie des musulmans, c'est vrai, des Français je veux dire, mais vous avez ce que vous appelez les têtes pensantes ou les têtes bien pensantes, ce sont des gens qui ne sont pas du tout ignorants de la référence musulmane. J'ai rencontré des gens au plus haut niveau d'État, au plus haut des intellectuels, qui de ce point de vue-là sont tout à fait, connaissent très bien ce qui est en train de se passer, ils ont une bonne connaissance. Et pourtant, avec cette connaissance, ils sont aussi dans le rejet, ce que vous appelez les têtes bien pensantes. Mais pourquoi? Pour deux raisons. Quand on dit par exemple la formule « faut-il faire taire Tariq Ramadan ?» et les gens pensent « oui, ils ne veulent pas t'entendre parce qu'ils ne connaissent pas ta pensée ». Mais ce n'est pas du tout ça. C'est qu'il y en a qui savent très bien ce que je pense. Et en fait, comme il n'y a pas d'argument, comme ils ne savent pas comment saisir la pensée et puis la casser, parce qu'elle est logique, parce qu'on dit des choses, ça passe. Quand c'est entendu, ça passe. Quand ça passe, ou quand c'est entendu, ça passe. Par exemple, souvenez-vous, vous avez vu, moi j'ai eu des réactions très très importantes à la suite de l'émission de Ruquier. Parce que tout à coup, pendant l'espace de 40 minutes, c'est passé. Des gens qui connaissaient ce discours se sont énervés, comme Caroline Fourest et d'autres, en disant « ça passe ». Donc il faut brouiller. Et comment on brouille? En disant double discours. Il a une pensée qu'il ne dit pas. Donc quand vous n'avez pas d'argument sur ce qui est dit, faites croire qu'il y a autre chose qui est dit ailleurs, mais qui n'est pas dit devant vous, donc que vous ne connaissez pas. Par rapport à l'islam, c'est exactement ça. C'est-à-dire que sur un autre plan, certains savent très très bien, chiffre à l'appui, que la présence de l'islam en Europe, elle est très importante en matière de chiffres. On est on peut aller, les chiffres sont entre 12 au plus bas jusqu'à 24 millions en Europe jusqu'à la Russie, donc une vraie présence musulmane. Et si vous ajoutez encore Moscou et tout ça, on va jusqu'à près de 50 millions. Donc on est vraiment dans des chiffres très très importants. Et ce dont on s'aperçoit, c'est exactement ce que vous avez dit. C'est que c'est vrai que quantitativement, en termes de proportion, la pratique quotidienne de l'islam tourne autour de 15 à 20% au plus haut des pourcentages. La pratique du ramadan, du jeûne du ramadan, elle est de 60 à 75%. Et la pratique du ramadan, certains disent oui, mais c'est qu'une pratique familiale et culturelle, mais en tout cas, elle dénote un sentiment religieux, une appartenance religieuse, un souci religieux, un souci spirituel. Parce qu'on ne jeûne pas un mois uniquement pour faire plaisir à sa famille. Si c'est autant, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un sentiment. Et il y en a certains, ils vivent une vie pendant 11 mois, c'est vraiment loin de tout, puis pendant un mois, ils changent. Et ce que vous avez dit est reconnu par beaucoup de statisticiens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la religion musulmane, c'est une religion de plus en plus de jeunes, de plus en plus pratiquée. C'est sans doute la religion française la plus pratiquée. Si ce n'est pas la religion française, la première religion française, mais c'est la première religion la plus pratiquée. Donc là, on le sait. Et ceux qui savent ça, ils vont entretenir une peur ailleurs. Ils ne vont pas dire ça, parce que comment vous voulez dire aux gens, on ne veut pas des musulmans, ils pratiquent trop. Une fois, c'est passé dans un journal suisse. Et le type, il a presque démissionné. Il dit, il faudrait que les musulmans pratiquent leur religion modérément comme nous la nôtre. Du style, pratiquez moins. Ou alors vous avez Bernard-Henri Lévy qui a Anne Sinclair une fois, il dit, vous savez, Madame Sinclair, il y a des musulmans modérés qui boivent du whisky. D'accord? Donc, mais entendez ça, entendez, parce que c'est pas de l'ignorance, ça. C'est des gens, ils savent très très bien ce qui est en train de se passer, qu'il y a un vrai souci de la pratique. Alors, nous, on doit tenir deux choses. Il ne faut pas jouer les arrogants. Nous, il faut qu'on se regarde par les 75%
ou les 80% qui ne pratiquent pas quotidiennement. Regardons-nous par ce qui nous manque. C'est-à-dire, il y a quand même 80% qui ne pratiquent pas. Et ça nous rend humbles. Mais regardons, eux, ce qui leur fait peur, c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus. Les chiffres montrent que les femmes et les hommes qui reviennent le plus à la pratique, ce sont les plus éduqués en Europe. Ce n'est pas les laissés pour compte dans les banlieues, c'est pas vrai, tout ça c'est du mensonge. Tout ça c'est de la propagande. Ça s'appelle de la propagande. La propagande, c'est répandre une idée fausse pour faire croire qu'elle est vraie. La propagande. La vraie réalité, c'est que plus on est éduqué, parce que qu'est-ce qu'on a pensé? On a pensé, les parents de la majorité des gens qui sont venus ici de l'immigration, on a pensé, ils vont venir, ils vont s'installer ou ils vont partir. Mais ceux qui vont partir, s'ils vont être éduqués, ils vont devenir de moins en moins religieux. Et c'est le contraire qui se passe. Et donc ça fait peur. Donc on va décaler l'attaque. Et on va décaler l'attaque en disant une chose très importante, qui est simple. L'islam en soi est inintégrable. Ou le musulman pratiquant en soi ne peut pas être un bon français. Mais ça vient de loin. Vous savez que Renan disait qu'un musulman, un arabe qui ne parle pas français, ne peut pas accéder par la langue. Lui, il pensait par la langue aux valeurs universelles de l'esprit, aux lumières. Il associait ça à la langue française. Mais ça, c'est du racisme, ça. C'est du racisme. Donc, on décale le problème. Donc, ce que vous dites est tout à fait vrai. Nous, il faut qu'on sache qu'aujourd'hui, les têtes bien pensantes, comme vous les appelez, décalent l'axe de l'attaque. Parce qu'ils ne peuvent pas dire ça. Certains d'entre eux, hein, pas tous, on est bien d'accord, certains d'entre eux. Donc, ils vont attaquer sur un autre plan, sur un autre flanc. Nous, il faut que, encore une fois, parce que moi, mon problème avec beaucoup de musulmans, c'est que, comme ils voient que les gens ont peur, ils s'en réjouissent. Et ils disent, on est la première religion, on va... Oui, cette espèce de... Non. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit très humble. Quand on connaît, nous tous, vous êtes ici, vous connaissez la communauté musulmane. Quand on connaît la communauté musulmane, il n'y a pas de quoi être fier. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a à être serein, sans fierté ni arrogance. Mais quand on regarde les gens de la façon dont ils nous regardent de l'extérieur, il faut comprendre les peurs qu'ils peuvent avoir. Parce que pourquoi ça marche? Pourquoi ce qu'a dit Marine Le Pen, ça marche? Mais vous vous rendez compte? Les mosquées, les églises, pour des gens qui sont croyants, qui vont le dimanche à la messe, qui regardent l'église et qui se vident, et il n'y a que des vieux. De plus en plus de vieux, les muscles. Puis tu arrives le vendredi, c'est jour de travail, il est 1h de l'après-midi, et la majorité c'est des jeunes et des moins jeunes qui sont en train de remplir les rues. Mais ça, c'est pas que de l'ignorance, ça fait peur. Notre identité disparaît et la leur s'affirme. Et en plus, regarde-les sans complexe, dans les rues. D'accord? Sur les trottoirs, dans les rues, tu ne peux pas passer. Donc il faut que nous, on soit tout à fait conscients de ça. Et donc, ce que vous avez dit, encore une fois, j'insiste, parce que c'est vraiment très très important. C'est que ce n'est pas simplement la visibilité, les médias et tout ça. Il faut vraiment se rendre compte, certains sont tout à fait au courant de ce qui est en train de se passer dans les communautés musulmanes, de négatif et de positif, de cette augmentation de la pratique, et ils déplacent le centre de l'attaque sur d'autres choses que ça, en faisant comme si c'était que l'islam c'était autre chose, ou que les réalités de l'islam contemporain c'est autre chose. Et nous, il faut qu'on soit tout à fait au courant de ça. Il faut qu'on se rende compte de ça. Parce que ceux-là, ils travaillent sur l'ignorance des gens, mais eux, ils sont très, très, très... Ils connaissent, ils savent très bien. Donc ne soyez pas naïfs, ne pensez pas que les gens qui sont autour de vous, les politiques qui sont autour de vous, moi, je vais vous dire une chose, en termes de statistiques, je rencontre des gens aujourd'hui au niveau académique, des gens qui sont des conseillers. Vous savez, là, j'étais dans l'avion qui me menait de Zurich à Genève, et tout à coup, je tombe sur un article de quelqu'un que j'ai beaucoup étudié, un philosophe psychanalyste que j'ai beaucoup étudié. Il m'intéressait pourquoi? Parce qu'il avait pris une position un tout petit peu différente de Freud sur la psychanalyse. C'est Jung, un Suisse, qui parle de l'inconscient collectif. Et on s'aperçoit que lui, c'est un savant, c'est un scientifique, en fait c'était un
agent de formation et d'information de la CIA américaine.